Bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse, la rubrique boursière du magazine Trends Tendance. Tous les mercredis, Pierre-Henri Thomas, journaliste chez Trends Tendance, vous propose un aperçu de l'actualité des marchés financiers. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Keytrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse. Alors cette pandémie a ébranlé bien des certitudes, elle a éprouvé bien du monde, elle a causé énormément de dégâts matériels et humains, mais elle a eu en tout cas un petit effet positif pour nous en ce qui nous concerne. Elle a fait venir en bourse une série d'investisseurs, de nouveaux investisseurs et souvent de la jeune génération. Il faut l'avouer, cela a surpris parce que lors des deux crises précédentes, celle de l'éclatement de la bulle Internet et de la crise bancaire de 2008, les investisseurs avaient plutôt fouillé la bourse. Mais non, cette fois ils ne l'ont pas fait et c'est tant mieux. Le tout est de voir maintenant si cette nouvelle vague de nouveaux membres du club des investisseurs va retomber ou non. Et un des éléments qui pourrait être déterminant pour la popularité de la bourse, c'est la fiscalité. Or, depuis quelques années, l'investisseur n'est pas à la fête de ce côté-là, car si d'un côté, on se demande encore pourquoi d'ailleurs le compte épargne réglementé bénéficie toujours d'une exonération de précompte, la fiscalité qui s'attache aux actions, aux obligations ou au fonds, elle a été plutôt erratique et dissuasive. On parle d'abord évidemment du précompte. Si on accepte donc le livret d'épargne, le précompte a doublé en un peu plus de 10 ans, passant de 15 à 30%. Mais surtout, ces dernières années, il y a eu plusieurs tentatives de créer un impôt sur la fortune. Alors oui, bien sûr, un tel impôt n'existe plus chez nos voisins, mais chez nous, il y a eu pourtant des projets exploratoires sur la question. Rappelez-vous par exemple la taxe sur la spéculation qui avait été créée en 2016. Elle supposait d'imposer à 33% les plus-values sur actions lorsque vous les revendiez dans les 6 mois suivant la date d'achat. Cette taxe, introduite donc début 2016, avait gelé les investissements en bourse des particuliers. Et la baisse du volume des transactions avait entraîné un tel manque à gagner pour l'État, car l'État avait une taxe sur les opérations de bourse, qu'un an plus tard, le gouvernement supprimait cette mesure. Mais le gouvernement remettait le couvert en février 2018, avec cette fois une taxe sur les comptes-titres. C'était un impôt de 0,15% auquel était soumise toute personne physique titulaire d'un ou plusieurs comptes-titres dont la valeur cumulée dépassait les 500 000 euros. Bon, cette mesure a été sévèrement retoquée par la Cour constitutionnelle en octobre 2019 et elle ne vaut donc plus pour les revenus 2020. Mais voilà, le gouvernement de Croo, cette fois, veut remettre le couvert. Dans son accord de gouvernement, il est inscrit en effet une contribution des gens qui ont, entre guillemets, les épaules les plus larges. Cette taxe sur les comptes-titres 2.0 pourrait être déjà décidée lors du prochain contrôle budgétaire au début de l'année. Elle porterait sur les comptes-titres, tous les comptes-titres dont la valeur est égale ou supérieure à 1 million d'euros et serait de 0,15%. Contrairement à la première version de la taxe, aucun instrument financier figurant sur un compte-titre ne serait cette fois exclu du champ d'application. Qui plus est, la taxe serait désormais applicable tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Les sociétés donc. Et la taxe viserait également les comptes-titres détenus au travers des contrats d'assurance vie, ceux-ci ayant été plutôt épargnés jusqu'ici sur le plan fiscal. Le Conseil d'État a remis un avis assez sévère contre la taxe, mais on peut penser qu'elle passera quand même le cap de cet obstacle juridique. Il s'agirait donc d'une contribution de solidarité de ceux qui ont les épaules les plus solides, et cette taxe devrait rapporter entre 300 et 400 millions d'euros chaque année. Alors on peut comprendre en effet cet appel à la solidarité, mais on s'interrogera toutefois sur l'aspect peu équitable d'une taxe qui ne touche que les patrimoines investis en titres et non pas ceux placés en immobilier, en œuvres d'art ou en voitures vintage par exemple. Et c'est d'autant plus dommageable que c'est justement aujourd'hui, en ce moment, qu'il faudrait mobiliser les capitaux pour venir renforcer les fonds propres des entreprises et que la bourse pourrait y aider. Mais pour ça, il ne faut pas décourager les épargnants. La parole est maintenant à l'expert de Keytrade Bank avec une analyse de l'actualité économique et financière. Le podcast d'aujourd'hui est consacré à l'évolution du prix de l'argent. Car aussi intéressant que puisse être l'or, l'argent offre lui aussi des opportunités. Il va sans dire que les prix de ces deux matières sont mutuellement très liés. La corrélation est de 80%. Les hausses du prix de l'or se traduisent en d'autres termes souvent par une augmentation du prix de l'argent, mais les recherches montrent que lorsque le prix de l'or augmente, celui de l'argent grimpe plus fortement encore. C'est utile à savoir car même pour les inconditionnels de l'or,
Une certaine diversification, à raison d'un investissement de 5 à 10% par exemple en argent, peut doper le rendement. Outre sa corrélation avec l'or, plusieurs variables ont une influence majeure sur le prix de l'argent. Penchons-nous brièvement sur les 3 principales. 1. L'évolution de la production industrielle. 2. L'évolution des stocks d'argent. Et 3. Les investissements des grandes sociétés minières. Le vigoureux redémarrage de l'économie mondiale a été évoqué à plusieurs reprises déjà dans ce podcast. Une variable importante pour l'évolution du prix de l'argent est la confiance des producteurs industriels internationaux qu'exprime l'indice JP Morgan Manufacturing PMI. Cela fait plusieurs mois déjà que cet indice dépasse le niveau crucial des 50 points, ce qui traduit une expansion. L'argent est un métal précieux, essentiellement utilisé dans l'industrie. Songez à Agfa Gewart, dont il est une des principales matières premières. Nous considérons que l'économie mondiale continuera de tourner à plein régime en 2021, ce qui devrait avoir une influence positive sur le prix de l'argent. N'oublions pas non plus que l'argent est utilisé dans un certain nombre de secteurs qui se préparent à vivre une période de forte croissance structurelle, comme les réseaux de télécommunications 5G, les voitures électriques et les panneaux solaires. Une deuxième variable est l'évolution des stocks d'argent. Il va de soi que toute augmentation des stocks pèse sur l'évolution du prix de la matière considérée. Selon les statistiques les plus récentes, les stocks d'argent, après avoir diminué sous l'effet de la pandémie, confinement et mesures de distanciation physique ont inhibé leur progression, repartent désormais à la hausse, puisque la production minière reprend. Nous évoquerons pour terminer les investissements des exploitations minières. L'argent étant souvent un sous-produit de l'extraction d'autres matières premières, il est logique que des investissements plus importants entraînent un accroissement de sa production, ce qui est plutôt négatif pour son prix. Ici aussi, les experts s'attendent à ce que la bonne santé de l'économie mondiale incite le secteur minier à investir davantage. Les stocks d'argent vont donc s'accroître, mais ce ne sera pas pour 2021, car il s'écoule toujours un certain temps entre l'annonce de nouveaux investissements et l'arrivée de la production sur les marchés. Il faut généralement compter 18 mois environ pour qu'un projet d'investissement porte ses fruits. Compte tenu de ces variables, l'argent pourrait évoluer dans le bon sens l'an prochain. Le prix de l'or reste orienté à la hausse et l'économie mondiale se porte excellemment bien. L'accroissement des stocks et les investissements consentis par l'industrie minière pourront certes peser sur le prix de l'argent, mais, selon nous, dans une mesure limitée seulement. Les perspectives sont donc encourageantes. Bienvenue dans la seconde partie du podcast de l'initié de la bourse. Alors penchons-nous maintenant un moment sur l'action Bekaert. Finalement, cette année 2020 ne devrait pas être une année perdue pour le groupe courtésien spécialisé dans les revêtements et le fil d'acier. Cela peut surprendre de prime abord parce que les entreprises industrielles ont été gravement touchées par la crise sanitaire. Or, Bekaert est une entreprise industrielle qui fabrique des fils d'acier, notamment des fils qui viennent renforcer les pneus. Or, les ventes de voitures et donc de pneus se sont effondrées en début d'année. Pour Bekaert, cela a gravement affecté le chiffre d'affaires et la rentabilité de sa principale division. Pourtant, surprise, à la fin de ce mois de novembre, le groupe a annoncé s'attendre cette année à un bénéfice d'exploitation sous-jacent à peu près identique à celui de l'année dernière. C'est que, au cours du premier semestre de cette année, la marge bénéficiaire du groupe avait déjà relativement bien résisté, malgré une baisse de 20% des ventes. Bekaert récoltait ainsi le fruit de la politique menée les années précédentes, qui était fortement axée sur l'efficacité et sur des produits à plus forte valeur ajoutée. Bekaert a ainsi conquis un plus grand pricing power, un plus grand pouvoir pour déterminer lui-même le prix de ses produits. Ensuite, en réponse à la crise du Covid, Bekaert a sabré dans les coûts. Le groupe a économisé 70 millions d'euros, dont 20% sont des économies récurrentes. Au cours du premier semestre, Bekaert a donc réussi à protéger sa marge bénéficiaire dans des circonstances très difficiles. Et cette amélioration de la rentabilité s'exprime aujourd'hui un peu plus tôt que prévu grâce à la reprise des ventes. Elle permet d'avoir des prévisions très réjouissantes pour le second semestre. Pour la deuxième partie de l'année, en effet, Bekaert estime que sa marge bénéficiaire pourrait dépasser 7,5%, ce qui serait plus que l'objectif de 7% que la société s'était elle-même fixé. Selon le Bekaert, l'été a été un tournant pour elle et pour la plupart des marchés. Au troisième trimestre, les ventes ont grosso modo retrouvé leur niveau de l'an dernier. Elles ont augmenté de 24% en effet par rapport au deuxième trimestre qui avait été durement touché par le Covid. Le marché du pneu s'est repris un peu partout, en Chine en particulier, qui est sortie de la crise sanitaire en premier, en Amérique latine aussi, mais là, l'augmentation des ventes a été partiellement absorbée par des taux de change défavorables.
Bon, Bekaert ne donne pas de prévision de vente ou de chiffre d'affaires pour l'ensemble de cette année 2020, puisque le groupe estime que l'incertitude causée par la pandémie est encore trop grande. Mais si son bénéfice d'exploitation devrait être du même tonneau que celui de 2019, il devrait donc approcher les 240 millions d'euros. C'est une très bonne nouvelle qui permet aussi à Bekaert de continuer à travailler à réduire sa dette. Alors les investisseurs ont réagi avec enthousiasme à ces dernières perspectives de bénéfices meilleures que prévues, ce qui a permis au cours de l'action de se redresser après un coup dur reçu au printemps. Malgré ce rebond, toutefois, l'action se négocie encore un petit peu en dessous de son niveau du début d'année. Elle se traite à 12 fois les bénéfices, ce qui est relativement bon marché. On peut penser toutefois que les investisseurs qui n'ont pas encore apprécié pleinement les efforts réalisés par le groupe ces dernières années devraient petit à petit les redécouvrir lorsque, la fin de la pandémie aidant, une nouvelle hausse du chiffre d'affaires permettra d'améliorer les résultats. Merci d'avoir écouté le podcast de l'initié de la bourse. Vous trouverez plus de conseils et d'analyses de l'initié de la bourse demain dans les pages vertes du magazine Trends Tendance. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec de nouvelles analyses. Ce podcast est réalisé avec le soutien de KeyTrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.